bonjour à toutes et à tous, et rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ce matin. Bienvenue sur cette nouvelle table ronde sur le CPEM de Rouen. Il s'agit pour les salons du CPEM donc de la deuxième table ronde. La première a eu lieu à Angers il y a quelques mois. Voilà, sur le thème de l'industrie 4.0, de la numérisation, digitalisation, si on prend un peu l'anglicisme. Je sais qu'il y a des personnes qui refusent ce terme, donc on va parler de numérisation de l'industrie et surtout à travers des réalisations concrètes. Donc moi, pour me présenter, je suis Olivier Guillon, je suis journaliste de métier, rédacteur en chef du magazine Production Maintenance, et j'ai en charge également d'organiser les conférences sur les salons CPEM. Et donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir, donc, dans l'ordre, on va prendre de gauche à droite, d'accueillir donc Sébastien Descubeurs, directeur adjoint de Nutrisé France. Vous allez nous présenter tout à l'heure votre activité. Donc Aurélien Fanger, pardon, donc directeur marketing industrie clients finaux chez Schneider Electric, grand groupe donc qu'on ne va pas présenter. Enfin, vous allez quand même nous rappeler les activités évidemment de ce grand groupe, mais surtout avec un focus sur les usines du coin, notamment celle de Vaudreuil. Et enfin donc Jean-Luc Verlac, qui est donc responsable ingénierie au sein de la direction ingénierie de Cela Group, donc fabricant de produits électroniques. Là aussi, vous allez pouvoir nous détailler un peu tout ça. Donc, pour démarrer, vous allez nous présenter donc en quelques mots votre rôle dans l'entreprise, mais également ce que représente à vos yeux ce concept d'industrie 4.0 qui aujourd'hui n'est plus vraiment un concept comme dans les années, je dirais, 2013-2015 où on commençait à découvrir un peu tout ça. Là, on arrive à des solutions un peu concrètes, mais qu'est-ce que représente chez vous, chez Nutrisé, donc l'industrie 4.0 ? Je vous laisse vous présenter, Monsieur Descubeurs. Alors, bonjour, donc Sébastien Descubeurs, donc directeur adjoint de Nutrisé France. Donc Nutrisé, c'est une industrie agroalimentaire, une ETI familiale de 250 personnes environ, qui produit des produits agroalimentaires en sachet, en pâte en sachet pour les populations vulnérables, notamment les enfants basés en Afrique. Donc on produit en France environ 50 000 tonnes, ce qui représente à peu près 10 millions d'enfants sauvés chaque année de la malnutrition. Donc mon rôle chez Nutrisé, donc c'est majoritairement axé sur les opérations, donc l'usine et tout ce qui gravite autour de l'usine, les équipes achat, supply chain, usine, maintenance, ingénierie, et animer toutes les démarches autour de ces activités. D'accord. Et chez vous, donc l'industrie 4.0, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que ça a une signification particulière ? Alors l'industrie 4.0, chez moi, ça représente beaucoup de choses. Donc bien évidemment, tout ce qui est innovation, performance, technologie, nouvelles technologies, mais pas que, parce qu'on associe beaucoup le 4.0 à cette technologie et transformation digitale. Pour moi, c'est également une responsabilité sociétale, responsabilité environnementale. C'est tout ce qui gravite autour de l'excellence, l'excellence dans les opérations de tous les jours, la valeur ajoutée qu'on peut y amener pour nos clients. Mais également, quand je parle de 4.0, je parle souvent de 4.H, parce que derrière tout ça, il y a aussi l'homme avec un grand H, l'humain. Il faut les accompagner aussi autour de tous ces enjeux technologiques. Et on en parlera certainement tout à l'heure, mais au-delà des outils, il y a toute cette transformation dans les entreprises, dans le quotidien, dans l'organisation, que je qualifierais de 4.H. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fanger. Même question, qui êtes-vous et que représente l'industrie 4.0 chez Schneider Electric ? Alors bonjour à tous, mon nom c'est donc Aurélien Fanger, je suis directeur marketing industrie et clients finaux chez Schneider Electric. Donc c'est un rôle qui touche d'un côté la gestion d'offres, des offres industrielles et la gestion des clients finaux, dont aussi les fabricants de machines et les systèmes intégrateurs pour le territoire français. Donc Schneider Electric, c'est un grand groupe industriel international. On se positionne vraiment comme un acteur dans la transition énergétique. Donc à la fois, on veut vraiment être un fournisseur de solutions sur à la fois l'efficacité des processus industriels et également l'efficacité énergétique. On est un grand groupe, donc plus de 160 000 employés dans le monde. Et on a une grosse implantation en France. C'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui avec une trentaine d'usines en France. On a encore une implantation très très forte en France. Quand je me retrouve beaucoup dans les mots qu'ont dit Sébastien Descubeurs, parce que pour nous, qu'est-ce qu'est
l'industrie 4.0, c'est avant tout une transformation digitale. En fait, le vecteur, c'est la transformation digitale, récolter des données, les trier pour arriver justement à aller vers une excellence opérationnelle. Donc là, je me retrouve complètement dans ces mots-là, pour arriver justement à cette efficacité des processus industriels et cette efficacité énergétique. Et Schneider Electric est engagé, donc vraiment de manière très très forte dans la durabilité. Et je me retrouve aussi dans ce côté très sociétal, dans l'engagement aussi que Schneider Electric prend dans ces sujets-là. Et on en parlera aussi tout à l'heure. Là aussi, je me retrouve beaucoup dans le sujet de l'homme, puisque la transformation passe par le digital. Mais on aura l'occasion d'en parler quand on parlera du Vaudreuil. L'homme est au centre et c'est l'homme qui va permettre cette transformation. Et il faut bien le mettre au centre de la transformation avec une conduite du changement pour avoir un succès au niveau de la transformation digitale. Voilà. Monsieur Verlac, alors pareil, hein, sur vous avez un poste un peu particulier et surtout dans une entreprise évidemment régionale, sur un secteur aussi particulier qui fait parler beaucoup de lui, celui de l'électronique. Donc là-dessus, je poserai aussi les mêmes questions, mais aussi un peu dans ce contexte un peu difficile, j'imagine, pour vous. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc Jean-Luc Verlac, responsable engineering chez Cela Group. Alors Cela Group, c'est un sous-traitant électronique classique qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 800 personnes dans le monde, 4 sites, qui a acheté il y a 5 ans un site, Nexit Alcatel, qui est situé à eux, et avec un service d'ingénierie fort, une cinquantaine de personnes dont je fais partie. Voilà. Et du coup, Cela Group se diversifie en faisant aussi de la R&D pour ses clients, de la conception électronique, mécanique et informatique embarquée, voilà, en plus de la production de cartes électroniques. D'accord. Et du coup, l'industrie 4.0 chez vous, qu'est-ce qu'elle représente? Et puis ça me permet aussi d'entamer également la question suivante, c'est à quel moment est apparu ce concept et comment il a été pris au sein des salariés? Alors, donc, juste en parallèle de mon activité, je m'occupe aussi d'innovation dans le groupe, donc c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Et effectivement, donc on a des projets de digitalisation. Alors aujourd'hui, nos sites sont déjà bien équipés en termes de digitalisation. On a les procédures informatiques, on a les systèmes de gestion qui enregistrent les données, on a déjà tout ça. Et on continue dans cette démarche-là de digitalisation et on attaque un sujet qui est intéressant, qui est la réalité augmentée. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc c'est un projet qu'on a commencé, enfin je pense qu'on en parlera un petit peu après. Voilà, mais c'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans et avec des POC et ainsi de suite, et on est en train de déployer ça. Avec des POC, on en parlera tout à l'heure, des POC qui ont abouti. Parce que beaucoup de POC, on est content, on met des POC, mais ça aboutit jamais. 2 POC qui ont abouti, oui. Voilà. Très bien. Vous, chez Schneider Electric, du coup, alors, vous, on en parle beaucoup depuis longtemps, un acteur comme Schneider Electric, parce que vous êtes aussi à la fois, je dirais, vous êtes un des acteurs de l'industrie 4.0 parce que vous proposez aussi des solutions, vous accompagnez également, mais également vous les utilisez en propre, enfin chez vous. Donc, voilà, depuis combien de temps finalement on parle d'industrie du futur ou d'industrie 4.0 chez Schneider? On a été, en tant que fournisseur de solutions, on a été assez précurseur parce que déjà dans les années 2000, on a voulu apporter ce qu'on appelait la transparence des données basée sur les réseaux Ethernet. Donc c'était déjà dans cette idée d'échange d'informations, de digital, de données. Et après, on s'est impliqué, donc on a été plus influenceur avec des gens comme le Gimelec, par exemple, pour arriver sur ces sujets d'industrie 4.0. Donc il y a eu l'usine connectée, l'usine du futur. Les noms ont beaucoup changé, mais pour arriver à ce concept vraiment aujourd'hui concret d'industrie 4.0. Et en tant qu'utilisateur de ces solutions, il y a eu un grand changement. Ça a commencé vraiment très très concrètement à partir de 2017. Où on a décidé de lancer des pilotes avec un programme qui s'appelle donc Smart Factory, donc les usines intelligentes. 3 usines qui avaient été sélectionnées dans le groupe à cette période, dont une en Normandie, au Vaudreuil, qui donc c'était des usines pilotes pour tester nos solutions, donc à la fois pour nous apporter de l'efficacité, mais également pour démontrer à nos clients que les offres fonctionnent. Donc on est parti avec 3 pilotes et aujourd'hui on a plus de 130 usines et centres de distribution smart dans le groupe.
et avec des reconnaissances au niveau mondial. L'usine du Vaudreuil a été reconnue comme la première usine avancée et puis durable par le World Economic Forum, et également est identifiée comme usine du futur, a été labellisée usine du futur. Et on aura l'occasion de parler un petit peu plus derrière des solutions qui ont été implémentées dans cette usine du Vaudreuil. Et du coup, je reste juste un petit moment avec vous, Monsieur Forger, parce que comme vous avez également des clients, évidemment, beaucoup de clients industriels, chez Schneider, à quel moment vous avez constaté qu'il y avait une espèce de bascule dans l'esprit de vos clients industriels? J'imagine ne sont pas tous aussi avancés ou impliqués dans l'industrie 4.0, mais à quel moment vous avez senti que ça changeait les mentalités et que certains étaient prêts à sauter le pas de cette industrie? C'est un grand sujet parce que c'est un sujet qui a toujours créé de la curiosité depuis des années. En fait, comme je disais, nous, ça fait quelques années qu'on en parle. Il y a toujours eu ce côté intéressant. Ça touchait des problématiques de nos clients. Mais c'était vu comme quelque chose des fois un peu trop conceptuel et puis aussi extrêmement compliqué avec des solutions parfois qui pouvaient être aussi très chères. Et il y a vraiment eu un changement fondamental avec les conséquences des confinements du Covid déjà. Donc on s'est rendu compte que à la fois on parle beaucoup du digital parce que ça permet de gérer à distance, mais surtout aussi les impacts des confinements, c'est sur la résilience, s'adapter à la demande qui fluctue. Et on parlera aussi des sujets aujourd'hui sur les approvisionnements. Donc le digital permet aussi de la résilience, de l'adaptation. Donc ça a apporté, donc les conséquences du Covid ont vraiment apporté cette prise de conscience plus concrète de nos clients. Et également l'État qui investit, qui met des plans de financement. Et aussi pour conclure, toutes ces années, aussi progressivement, les technologies sont un petit peu plus, sont devenues plus accessibles. La fameuse convergence IT-OT, le l'IIoT pour utiliser de l'anglicisme aussi, mais des solutions qui pouvaient paraître très compliquées, extrêmement complexes pour des gros sites pétrochimiques. Maintenant, on a des solutions très concrètes qui peuvent s'adapter à des situations beaucoup plus larges. Néanmoins, comme vous pouvez dire, ça reste toutefois pour des entreprises de taille plus limitée, il reste quand même des freins sur la conduite du changement, par exemple, et sur les compétences dont on a besoin pour faire la transformation digitale. Donc c'est devenu concret, néanmoins, il reste des freins existants. Voilà. Des freins dont on va parler évidemment tout à l'heure, puisque c'est aussi ça, certainement, qui vous amène aussi nombreux sur cette table ronde, c'est ces freins. Et comment lever ces freins voilà, à terme. Monsieur Decubert, vous êtes également sur un marché très très particulier, où la sécurité et la traçabilité des matières premières et de toute la chaîne, tout le process est évidemment fondamental. Vous, l'industrie 4.0, du coup, ça se traduit comment et ça vous sert à quoi finalement? Alors, nous, la démarche est plus récente que certains industriels puisqu'elle a émergé depuis 2018. Tout d'abord parce que Nutri7 fête ses 36 ans cette année, mais finalement c'est une jeune industrielle puisque ça a démarré en sous-traitance avec la recherche, etc. Donc l'usine en propre, on l'a que depuis 2000, donc c'est assez récent finalement. C'est une entreprise qui s'est développée très fortement et la priorité c'était de fournir. Donc il y a eu des impasses volontaires de faire parce que nous, notre mandat c'est de fournir pour les enfants. Donc on n'a pas pu tout faire à l'époque avec mes prédécesseurs, on n'a pas pu tout traiter, il y a eu des impasses de faire. Et quand je suis arrivé moi dans l'entreprise fin 2016, on est dans un contexte un peu plus propice pour pouvoir travailler ces impasses qui avaient été faites. Et il y avait des fondamentaux qui n'étaient pas là. Donc ma priorité était de travailler ces fondamentaux, notamment la culture de la sécurité. Pour l'industriel, c'est important. L'excellence opérationnelle, pour pouvoir s'y adosser après pour la suite. L'approche systémique, etc. Et c'est pour ça qu'en 2018, on a commencé à aborder le sujet de l'industrie 4.0. Il y a une vraie prise de conscience d'un virage à prendre. Et pour une ETI familiale dans l'agroalimentaire, ce n'était pas toujours le cas. Enfin, je veux dire, certains pensaient notamment que c'était plutôt réservé aux grands groupes. Donc il y a une vraie prise de conscience qu'il y avait un vrai relais de performance, de croissance et de valeur ajoutée pour nos clients qu'on a matérialisé dans une feuille de route. Qu'on a labellisé en 2019, puisqu'en 2019 on a été labellisé première industrie du futur agroalimentaire. Et donc c'est assez récent. Par l'Alliance Industrie du Futur. Par l'Alliance Industrie du Futur. Mais en fait il fallait quand même passer des fondamentaux avant d'aller là-dedans. Et en plus on était en pleine année changement de ERP 2018-2019, donc un ERP dans une entreprise ça marque quand même. Donc il fallait aussi passer cette étape avant de continuer cette transformation. Donc c'est plus récent. Et quand on l'a implanté, enfin, quand on a réfléchi à ça, enfin, on a réfléchi autour de deux questions.
La première, c'est finalement qu'est-ce que ça va nous apporter dans nos opérations de tous les jours qu'on n'a pas aujourd'hui, hein, parce que l'erreur à ne pas faire, c'est réfléchir solution plutôt que besoin. Donc on a plutôt regardé ce qu'on faisait aujourd'hui et nos besoins, et qu'est-ce que ça allait nous apporter en termes de valeur ajoutée. Quand je parle de valeur ajoutée, je parle bien évidemment toujours des bénéficiaires clients, mais aussi en interne pour les collaborateurs, de la performance. Et la deuxième question, c'est finalement qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, qu'on peut faire maintenant grâce au 4.0 pour amener de nouveau de la valeur ajoutée dans nos opérations et auprès des clients. Et c'est autour de ces deux questions en 2018 qu'on a drafté une première feuille de route, une première vision, ce sur quoi on allait travailler pour l'implanter au fur et à mesure. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez, que contenait cette feuille de route? Alors en fait, on a une approche qui a beaucoup chahuté aussi en interne. Quand je dis chahuté, c'est surtout notre service informatique et l'approche projet. Historiquement, on avait des approches très centralisées et beaucoup de choses passaient par l'informatique. J'ai rien contre les ERP par exemple, mais à l'image des ERP il y a 10 ans où tout était hébergé quasiment dans les ERP des entreprises, tout était piloté par les systèmes d'information. Là, on a changé ça, puisqu'en fait, c'est les métiers qui drivent leurs besoins et qui sollicitent l'informatique pour honorer les besoins en tant que, on va dire, expert métier informatique. Mais le curseur, la relation entre métier et informatique a beaucoup évolué avec la digitalisation. Donc ça a été un challenge, et on se cherche encore aujourd'hui un petit peu sur ces sujets. L'approche projet aussi, c'est-à-dire que quand on implante un ERP, c'est pas la même chose qu'une solution digitale. On prend du temps à exprimer le besoin, le cahier des charges, etc., etc. La digitalisation, on l'a initiée via des POC, des preuves de concept, des pilotes. Donc en fait, on est dans du test and learn. Il faut accepter de se planter. Mais c'est pas grave parce que c'est toujours bénéfique. Il vaut mieux se planter sur un POC, mettre 2 000 € dans un POC que 10 000 € dans un cahier des charges. Parce que d'ailleurs, c'est quand même bénéfique. Donc tout ça, ça chahute beaucoup aussi l'approche dans la mise en place. Et puis fort de ça, d'ailleurs, en fait, moi ce que j'ai voulu faire, c'est saupoudrer des petites graines un peu partout dans nos processus, nos activités de digitalisation. Un outil sur le tracking de nos expéditions, un outil sur la productivité usine en temps réel, un outil sur les dialogues dans l'usine, dialogue sécurité, qualité, un outil sur la gestion de l'environnement qualité, un outil sur la maintenance. Volontairement, j'ai mis des POC de manière assez restreinte, une fonctionnalité, une population, une zone, mais dans différentes activités processus pour commencer à planter des graines en fait digitales dans nos processus. Voilà un petit peu l'approche qu'on a eue en interne. D'accord, on reviendra peut-être un peu sur la mise en œuvre ensuite de ces POC et voir aussi quelle manière vous avez été accompagné et sinon comment vous avez accompagné vos salariés. Monsieur Forger, par rapport à... Alors vous, votre grand projet, on va en parler évidemment, c'est l'usine de Vaudreuil. Il y a également le centre de distribution donc d'Évreux dont on peut parler également. En quelques mots, parce que j'imagine c'est très vaste, mais voilà, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place ? Alors, pour donner un peu de contexte, l'usine du Vaudreuil, c'est une usine qui date de 1975. Donc l'objectif, c'était pas de repartir sur une feuille blanche et de refaire une usine vraiment à blanc. Le but, c'était vraiment de partir de l'existant et apporter aussi cette transformation avec des solutions aussi non intrusives. C'était vraiment un choix. Alors, c'est une usine il y a 360 employés. On parle d'un peu plus de 12 000 m² de surface. Et avec 3 activités principales, il y a de la production de contacteurs, 12 millions de contacteurs produits par an, de l'adaptation de produits de variation de vitesse, donc pas de la production, mais de l'adaptation logicielle ou de packaging ou de labeling, et de la fabrication de contacts pour les contacteurs, donc avec des procédés chimiques. Donc vraiment trois activités un peu différentes. Et donc nous, on a implémenté différentes, alors comme vous le dites, on ne pourra pas aller dans le détail de toutes les solutions qui ont été implémentées, ça mérite une visite. Mais il y a vraiment, une nouvelle fois, c'est très lié au digital, c'est-à-dire qu'on va récolter les informations, les traiter, les stocker pour faire de la maintenance prédictive, pas seulement préventive, mais prédictive. Et on pourra parler des résultats un peu après. Il y a toute une approche sur la réalité augmentée pour faire aussi aider à la maintenance, c'est-à-dire quand on est dans le feu, avoir les bonnes informations à disposition, pouvoir savoir comment agir et réagir très rapidement. On sait que souvent dans la maintenance, il y a une grande partie du temps qui est passé à trouver l'information avant réellement de
de travailler sur le problème. Et on l'oublie, il ne faut pas l'oublier également, une usine, c'est des bâtiments, donc tout ce qui est partie aussi efficacité énergétique, l'électricité évidemment, l'eau en fait aussi partie quand on parle de procédés chimiques. Donc on a des solutions pour améliorer aussi, pour réduire la consommation d'eau, décarboner l'usine. Et lié à tout ça, ça veut dire également qu'on a amené des solutions digitales. Donc on va stocker les données, les protéger avec des bunkers, j'utilise ce terme volontairement, pour stocker et protéger les données et pour pouvoir les utiliser facilement derrière. Et peut-être un petit mot sur Évreux, justement, ce sont des distributions cette fois. Et Évreux, une approche qui est aussi, qui peut être à la fois similaire et différente, parce qu'Évreux est un centre de distribution, donc beaucoup plus large, on parle de plus de 40 000 m², donc là la partie bâtiment est encore plus importante que sur une usine. Il y a eu cette approche similaire, donc on veut utiliser les données avec une tour de contrôle partagée qui va à la fois gérer les flux logistiques entrants et sortants, donc des partenaires, donc on veut vraiment faire aussi rentrer de l'information externe, pas seulement de l'information Schneider Electric. Évidemment, les flux de processus internes logistiques, ce qui nous a permis de dégager de la productivité pure sur la gestion des flux et des process d'environ 2%, et de l'efficacité énergétique, une nouvelle fois, sur les processus industriels, avec des solutions de variation de vitesse pour économiser l'énergie, donc 30% sur certains systèmes de convoyage, de réduction d'énergie, 17%, 13% excusez-moi, au total d'efficacité énergétique sur le bâtiment, grâce à des outils alors, en anglais, c'est ça, on utilise le terme BMS, Building Management System, mais des systèmes de management des bâtiments sur toutes les données qu'on peut trouver dans un bâtiment. Voilà. D'accord. Jean-Luc Verlac, chez Cella Group, donc de la réalité augmentée, autre chose également. Enfin voilà, parlez-nous d'un petit peu des projets qui ont été menés en lien de... Ouais, en termes de digitalisation, bon, on avait déjà un petit peu d'avance par rapport à ça, où tout notre système, par qualité, est connecté, on a des bases de données, on fait des enregistrements. On a ça, on a aussi des outils pour les procédures au poste. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de papier dans l'usine, voilà, concrètement. Ouais. Donc tout est scanné, enfin, les opérateurs scannent leur code produit et récupèrent les documentations. Donc ouais, on en était là aujourd'hui. Et bon, on a aussi une démarche d'innovation, enfin la volonté d'innover. Donc on a fait des brainstorming et on est arrivé à un concept qui était qu'on voulait aider les opérateurs à mieux contrôler leur travail et à laisser passer moins de défauts, en fait, en gros. Ouais, voilà. Donc de ce travail-là est arrivée la réalité augmentée. Donc on s'est dit l'étape intermédiaire pour arriver à cet objectif. Le premier objectif, c'est de passer par la réalité augmentée. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, l'idée, c'est d'enlever carrément les procédures. En fait, en gros, on peut imaginer ça comme un meuble Ikea. Vous montez votre meuble Ikea, vous avez votre procédure. On veut plus de procédure. On veut utiliser la réalité augmentée pour guider les opérateurs avec les objectifs qui sont la qualité. Déjà, ils vont faire moins d'erreurs. Ça va être plus simple à faire. De la productivité, bien sûr. Et puis aussi, on amène aussi, on parlait des humains, on amène aussi nos collaborateurs à de la haute technologie, à des choses un peu plus sympathiques. Bon, on n'est pas là pour être sympathique, mais quand même un petit peu. Donc un peu plus sympathique et un peu plus attrayant. Donc voilà, c'est un petit peu cette démarche-là. Comment concrètement ça se met en œuvre, tout ça? Alors, la réalité augmentée. Alors bon, on est parti de groupes de travail dans le cadre de l'innovation. Donc on a fait des brainstorming avec nos opérateurs. Ouais, on a fait des groupes de travail. On s'est fait une feuille de route avec un petit peu les objectifs qu'on recherchait, comme Sébastien a dit. Et puis de là, on s'est dit, on va partir sur la réalité augmentée. Donc là, on a pris 2 techniciens qui font partie de mon équipe et qu'on a commencé à monter un POC. Donc on a fait un POC avec un truc tout simple en fait, avec une webcam, un PC, 2 logiciels du commerce gratuits, c'est Unity Vuforia. Unity, c'est un moteur de jeu pour je ne sais pas s'il y a des joueurs ici, mais c'est un moteur de jeu. Voilà. Donc on a utilisé ça, on n'a rien payé, ces logiciels sont gratuits dans une certaine limite d'utilisation. Et avec ça, on a fait 2 postes de travail, donc un qu'on a mis sur notre site à eux et un sur notre site en Mayenne. Et on a pris un produit client qu'on devait assembler, style un peu, alors c'est l'intégration là, de cartes électroniques dans le produit. Et on a remplacé la procédure Ikea par la réalité augmentée. Donc l'opérateur avait devant lui un écran, une webcam qui filme ce qui se passe, ses mains et le produit. Et on rajoute de la réalité augmentée, on rajoute de l'information en direct sur ce qu'il y a à faire. Et donc,
Et je reviens un petit peu sur la mise en œuvre de ces projets. Est-ce que chez vous, dans quelle mesure la crise du Covid, je change un peu de sujet, mais on raccroche très vite, mais dans quelle mesure la crise du Covid qu'on subit depuis 2 ans et demi maintenant, est-ce qu'elle a accéléré ces projets? Est-ce qu'elle vous a incité à aller plus vite finalement? Alors oui, alors sur la réalité augmentée, il y en avait 2 sujets en fait. On avait le montage que je viens d'expliquer là, avec les procédures, et on a aussi un sujet d'assistance à distance, puisqu'on a 4 sites dans le monde, enfin 1 au Maroc et 3 en France, et on fait beaucoup de déplacements techniques pour s'entraider. Et le Covid nous a empêché de nous déplacer, donc on ne peut plus aller au Maroc par exemple. Donc du coup, on a profité aussi de la réalité augmentée. En fait, on a acheté un casque d'une certaine marque très connue. On a mis un dans chaque site, et avec ça, on fait de l'assistance à distance. Donc c'est super intéressant parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Et celui qui assiste l'autre voit tout ce qui se passe sur son écran. Il peut rajouter de l'information. Par exemple, débranche cette prise-là, il met une flèche, il met un petit rond autour du truc à faire. Enfin voilà. Donc c'est très concret. Et là, du coup, on évite un déplacement. Voilà. Et donc ça, c'est le Covid fait que tu sais, on a été un peu plus vite pour le faire, quoi. D'accord. Et concrètement, est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est vrai que c'est des technologies qui supposent quand même des connexions, qui supposent aussi une bonne prise en main par les utilisateurs. Donc, est-ce que vous avez au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui est bien accepté et qui ne pose pas de problème technique? Alors l'assistance à distance, oui, parce que de toute façon on va aider quelqu'un, donc il est receveur donc de l'aide. Pour les procédures aussi, alors c'est nouveau quand même, il y a des barrières aussi humaines qu'il va falloir passer, parce que quand on mettra un casque sur la tête des gens, des opérateurs pendant 4 heures sur leur poste de travail, ça va poser d'autres problèmes qui vont arriver, des problèmes de santé et sécurité, des problèmes aussi de confort, des choses comme ça qui nous restent à traiter quand même, qu'on n'a pas encore pleinement traité. Voilà. Ok. Très bien, Monsieur Forger, le Covid, ça, bon, c'est pas fini, mais enfin bon, on espère qu'en tout cas, on a vu, j'espère, au moins le plus gros. Est-ce que en quoi ça a impacté vos projets même en cours de digitalisation? Alors ça les a complètement légitimés. Je perds mon français. J'ai beaucoup travaillé en Italie, en Allemagne ces derniers temps. Et pour plusieurs raisons. Alors comme on en a parlé avant, donc c'est vraiment le côté à distance qui est déjà indéniable. Donc nous, on a des solutions d'advisor qu'on propose à nos clients et donc qu'on utilise dans nos usines pour pouvoir justement gérer à distance et pouvoir, en fonction des empêchements de déplacement, pouvoir réagir beaucoup plus vite. Il y a également un point qui est très important, et là on le vit pleinement, qui sont les conséquences du Covid, c'est cette pénurie. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'industriels, et ce que vivent également nos clients, c'est que c'est vraiment l'offre qui pilote. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement réactif en fonction de ce que nos fournisseurs vont nous fournir, et également eux, les fournisseurs de nos fournisseurs, donc nos fournisseurs ont les mêmes soucis. Et par conséquent, il faut être extrêmement réactif, extrêmement agile, et c'est là aussi où la transformation digitale est extrêmement intéressante, parce qu'elle va permettre de pouvoir réagir beaucoup plus rapidement, de communiquer les informations, donc des approvisionnements à la production, à l'expédition et si possible jusqu'au client. Et ça, c'est aussi grâce à la transformation digitale qu'on peut faire ce type de transformation. Voilà. D'accord, ok, très bien. On va rapprocher un peu les micros du coup de la bouche. Monsieur Décubert, même question, sachant voilà, que pareil, votre activité est un peu particulière, mais en tout cas, est-ce que finalement, comment vous avez vécu le Covid et en quoi ça a joué sur la digitalisation? Alors globalement, ça a été plutôt bénéfique. Il n'y a pas que du mauvais dans le Covid. Alors c'est sûr que ça chahute les opérations de tous les jours et ça on s'y adapte, mais ça a été bénéfique dans le sens où on voit bien que c'est dans la contrainte qu'on accélère les choses. Quand on est au pied du mur, on n'a plus le choix, donc ça permet d'accélérer certains blocages qu'il y avait avant la Covid. Il y a même des démarches qu'on avait lancées d'avant Covid et finalement qui n'avaient pas tellement avancé mais qui ont évolué pendant le Covid. Et j'ai envie de dire tant mieux, puisque finalement le contenu est différent de ce qu'on aurait fourni si on l'avait avancé. Je pense notamment à une démarche chez nous qui s'appelle Ma vie à Nutri7, qui est en fait, on a laissé libre aux collaborateurs d'imaginer leur vie chez Nutri7 de demain. Et forcément, avant, après Covid, c'est plus tout à fait la même. Hein, quand on parle des espaces de travail, de la réflexion sur les temps de travail, sur le télétravail, les outils, etc. Donc c'est une des démarches, par exemple, qui
qui clairement n'aurait pas eu le même livrable sans la Covid, entre guillemets. Après, sur la digitalisation, j'aurais envie de dire, j'ai 3 réponses. Sur la première, au niveau de l'usine, les outils qu'on a implantés avant nous ont été encore plus bénéfiques. Je pense au suivi de la productivité en temps réel, le tracking des expéditions. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir de partout, à tout moment. Il suffit que je me connecte au smartphone et je sais où on en est. Donc forcément, ça facilite les choses quand on n'est pas forcément sur place tout le temps. Ça, c'est pour les activités, on va dire, internes. Pour autant, lors des annonces de mémoire du 16 mars 2020, en une semaine, sur 250 collaborateurs en France, on a la moitié qui est restée dans l'usine, en 3-8, et l'autre moitié en télétravail, du jour au lendemain. Le challenge a été de trouver des PC, tout ça, pour mettre tout le monde en télétravail, mais ça veut dire qu'il faut maintenir l'activité globale avec la moitié à distance et l'autre moitié sur site. Donc ça a été mon quotidien, et là, ça a fait beaucoup bouger les lignes, parce qu'on a pris conscience que l'industrie 4.0, c'est pas que l'usine. C'est l'entreprise 4.0. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les services supports s'y mettent. Et donc là, ça a beaucoup chahuté tous les services supports dont on avait besoin pour continuer notre continuité d'activité, notre plan de continuité d'activité. Je pense aux appros, la supply chain, les achats, la qualité, controlling, etc. Et là, ça a beaucoup chahuté en une semaine, parce qu'il a fallu maintenir tout ça en ayant des collaborateurs un peu partout, maintenir le lien. Et donc là, il a fallu travailler autrement, avec des outils simples, digitaux. On a fait beaucoup plus de Teams, on a utilisé de nouveaux outils pour brainstormer, continuer d'avancer, qui sont disponibles. Et là, ça a beaucoup chahuté sur cette partie-là. Et le troisième point, c'est nous aussi, on a des activités en dehors de la France, puisqu'on pilote nos 10 usines, notamment en Afrique majoritairement, mais on a aussi une en Inde, une aux États-Unis, une à Haïti, de la France. Via le développement industriel, l'assurance qualité, etc. Et du jour au lendemain, on ne pouvait plus y aller. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour faire le SAV, la maintenance, pour les former, pour faire les audits, etc. Donc là, il a fallu utiliser des nouveaux outils pour maintenir ces activités de maintenance à distance, numériser les usines, des outils de e-learning, e-training, et même nos clients historiques, les Nations Unies, le Programme alimentaire mondial et UNICEF, pour ne pas les citer, qui sont des personnes qui sont présentes depuis des années, qui font leurs audits. N'imaginez pas faire leurs audits, enfin ne plus faire les audits et le faire autrement que le papier au crayon. Et je donne souvent cet exemple, mais même eux sont mis à faire des audits à distance avec les outils qu'il faut pour maintenir cette prestation. Donc vous voyez, c'est des exemples que je donne, mais dans la contrainte, on a pu faire avancer pas mal de choses autour de ça. Je reviens au projet de numérisation que vous avez eu, le projet d'industrie 4.0 que vous avez mené. Quels résultats vous en avez tirés? Et deuxième question, peut-être mettre en voilà, parce que l'heure tourne. Vous avez dit aussi mettre en place des POC. Voilà, comment ça se passe concrètement cette mise en place? Comment on convainc également le salarié et comment on fait accepter aussi ce changement? Alors, pour la première question, nous, on mesure surtout autour des 2 premières questions qu'on s'est posées. C'est quelle valeur ajoutée, pourquoi on met ça, et la valeur ajoutée, avant tout, c'est les bénéficiaires, les enfants, les clients, et puis, bien évidemment, en interne par rapport aux collaborateurs. Donc, je ne vais pas m'étaler trop sur les résultats, mais le suivi de la productivité en temps réel, c'est 14 points de productivité en plus, c'est 79% de TRS versus 65, juste en traquant les arrêts, et surtout faire l'analyse de ces arrêts pour éviter la récurrence. La valeur ajoutée auprès de nos clients, c'est un tracking des expéditions en temps réel, spontané, fiable. Avant, c'est beaucoup de temps avec un niveau de fiabilité faible, une lourdeur administrative. Aujourd'hui, ils suivent ça comme un tracking Amazon, par exemple, spontanément. Donc ça amène beaucoup de valeur. Après, sur l'autre question, sur l'époque... et les collaborateurs, quand on a initié ça en 2018-2019, toutes nos approches, elles sont centrées sur le terrain, sur les collaborateurs. Pour autant, quand je leur ai parlé de 4.0 digital, j'ai bien senti que pour eux, c'était un mystère. Ce qui est tout un paradoxe, parce que souvent les collaborateurs, à la limite, étaient plus digitalisés à la maison qu'ils l'étaient sur leur poste, puisqu'on est aujourd'hui tous digitalisés dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce qu'avec le smartphone, la domotique, enfin j'en passe.
Mais en fait, ils ne voyaient pas très bien ce que ça voulait dire dans leur poste et dans leur entreprise. Et pour autant, moi, mon enjeu, c'était que ce soit eux qui expriment leurs besoins. Et c'est pour ça que, pour que ça leur parle, il y a eu beaucoup de pédagogie. Il a fallu expliquer les choses simplement, démystifier les choses. En fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste les expliquer. Et l'approche par POC, via leurs besoins et implémenter quelques premières solutions, ça leur a permis d'y voir plus clair. Et derrière, ça les a embarqués pour maintenant, c'est vous qui avez la main dessus. Et fort de ce que vous voyez là, exprimez vos besoins et la machine est en route et après on l'alimente via eux pour être au plus proche de leurs besoins et d'amener de la valeur. Okay. Très bien. Même question, Monsieur Fanger. Alors, évidemment sur un contexte encore très différent, mais voilà les gains obtenus sur cette fameuse usine du Vaudreuil, puisque c'est une usine ancienne. Donc là, j'imagine, il y a eu des gains fulgurants, mais voilà, si on peut préciser, détailler un petit peu plus ces gains. Alors, avant de parler des gains et pour parler justement de cette approche POC, c'est vrai que la première chose qui a été faite, c'est de mettre donc une conduite du changement avec une personne à plein temps qui s'occupait de ça pour vraiment impliquer les employés et les salariés dans ce changement, pour l'expliquer, pour démystifier aussi, parce que ça peut faire peur à certaines personnes en se disant « Ah, mais moi, on m'a toujours parlé du digital et je vais perdre mon emploi ». Et du coup, le premier bénéfice qu'on a eu déjà, c'est d'éliminer des tâches répétitives aux salariés et ils se sont focalisés sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Et ils ont été appliqués, ils ont été acteurs. Pour reprendre aussi ce terme-là, ils sont acteurs dans les POC, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des choses. Et en plus, l'avantage du POC, c'est donc de faire ces tests rapides, ces pilotes, c'est que c'est très concret. Donc la personne voit rapidement le résultat, qui peut être négatif et qui est même négatif et valorisé, parce que donc j'ai essayé, je teste, je suis vraiment impliqué dans cette approche d'amélioration continue. Et ça, c'est extrêmement valorisé par les employés. Et si d'ailleurs vous visitez l'usine, puisqu'on a plusieurs milliers de visites de l'usine, aujourd'hui, les personnes qui parlent de ça, ce sont les employés. C'est-à-dire que ce sont vraiment les employés qui font l'usine, qui expliquent le bénéfice qu'ils ont vraiment vécu, au-delà des bénéfices que je vais citer après au niveau industriel, énergétique. Il y a vraiment ce travail qui change et qui est plus valorisable, plus valorisé, moins répétitif, et c'est vraiment extrêmement apprécié. Évidemment, étant une usine un peu ancienne, comme vous l'avez dit, et c'était un choix volontaire de notre part, on a eu énormément, alors je ne vais pas lancer trop de chiffres, mais les choses les plus significatives, c'est évidemment l'efficacité énergétique. Donc on a une usine qui est qui a décarboné à 25%, donc on a réduit de 25% les taux d'émission de carbone, ce qui est très important pour nous en tant que Schneider Electric. On a des sujets très précis, par exemple, où on va faire de la maintenance prédictive, où grâce à de la mesure de chaleur, de l'analyse, de l'expérience, on a pu réduire de 17% les produits des rejets de produits. Donc on a amélioré de 17% cette perte de produits. On parlait de maintenance aussi avant, donc l'amélioration de la maintenance quand on est en phase de la machine grâce à l'arrêté augmenté, où en moyenne on va gagner 30% de temps de maintenance, donc c'est absolument énorme. Et donc tout ça mis à bout, on va arriver, si on veut faire une moyenne, après ça devient un petit peu, on mélange un peu des choux et des carottes, mais on arrive à de la productivité de 10% sur un site, ce qui est extrêmement appréciable. Et je le répète, c'était donc des choses assez relativement simples par POC sur une usine ancienne. On a voulu avant tout, avant d'investir, on a évidemment mis un petit peu d'investissement monétaire, mais surtout investir dans l'humain pour faire cette transformation. Voilà. Monsieur Verlac, du coup, même question. Alors, sur les gains, on va parler assez concrètement, même si c'est effectivement pas toujours facile de chiffrer les gains obtenus, mais voilà, sur ces gains-là, sur la réalité augmentée notamment. Alors, effectivement, c'est pas facile à chiffrer. Alors, on peut partir sur l'assistance à distance, là. Donc là, concrètement, bon, il n'y a pas de chiffres qui en sortent, mais pendant 2 ans, 2 ans du Covid, on a réussi à aider nos collègues marocains sans se déplacer. Donc voilà. Donc on n'a pas utilisé que la réalité augmentée, on a utilisé aussi des partages de connexion, des choses comme ça, mais on a réussi à le faire voilà, sans se déplacer. Alors que avant le Covid, on se déplaçait régulièrement, 2-3 fois par an, et des équipes allaient là-bas. Voilà, donc on a réussi à faire ça. Sur le POC qu'on a fait avec la webcam et le PC, on a réalisé le montage d'un produit pour un client. Alors c'est vrai qu'on aurait pu peut-être le monter aussi bien sans la réalité augmentée, mais on a montré que ça fonctionnait. On a montré que ça fonctionnait, on n'a pas sorti une doc papier et les produits étaient bien montés. Voilà, donc on en est arrivé là. Et là, l'étape suivante qu'on fait maintenant, c'est de confier cet outil qui aujourd'hui était resté dans notre giron technique, de le confier à nos services méthodes. En fait, l'idée, c'est qu'eux s'approprient et que leurs procédures maintenant soient plus rédigées
sous Word, voilà, mais qu'elle soit rédigée et écrite dans un programme de réalité augmentée. Voilà. Donc on en est là actuellement. Ouais. Ok. Ouais. Bon, alors, oui, une petite question, bah, évidemment incontournable. On l'a un peu évoqué justement sur l'approvisionnement des matières premières, parce que c'est un des grands sujets, à plusieurs en ce moment, hein, mais un des grands sujets du moment. Est-ce que l'industrie 4.0, enfin toutes ces démarches-là, vous ont permis d'être un peu plus résilient? Je sais que ce mot a été très à la mode, surtout l'an dernier. On parlait de résilience partout. Mais en tout cas, voilà, le terme est quand même bien choisi. Est-ce que ça vous a aidé, en tout cas, de mieux résister à la crise, notamment sur l'approvisionnement? Alors, le sujet de réalité augmentée, je ne pense pas. Enfin, il n'y a pas forcément de lien direct avec les problématiques que vivent mes collègues effectivement pour les approvisionnements. Donc, sur les autres. Voilà, je ne sais pas après pour vous. Alors, c'est un vrai sujet, effectivement, et ça nous a aidés, évidemment, et ce n'est pas suffisant, parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est l'offre qui décide, donc en fonction de la disponibilité des composants, c'est ce qu'on va recevoir, donc il faut vraiment être réactif, et pour reprendre les mots que j'ai dit tout à l'heure, voilà, on peut nous arriver en tant qu'industriel, et je pense que beaucoup de personnes ici vivent cette situation, y compris nos clients, où on va savoir le jour avant, voire le matin même, ce qu'on va recevoir à l'usine. C'est des choses que nous, en tant qu'industriels, on vit. Et par conséquent, cette transformation digitale, grâce à la réactivité que peut apporter l'échange de données, fluidifier l'information, avoir aussi des lignes de production qui sont plus facilement pilotables et qui sont avec de la maintenance plus rapide, ça va nous permettre d'être plus réactifs, d'être plus résilients. Ce n'est pas suffisant parce que ça ne va pas nous permettre de recevoir plus de composants, malheureusement. Mais en tout cas, ça permet d'être beaucoup plus réactifs et au moins tout ce qu'on reçoit, de le réexpédier le plus rapidement possible et d'éviter, je parlais de pertes avant aussi, et de maximiser tout ce qu'on peut recevoir en minimisant les pertes de composants dans la production. Et chez Nutri7, du coup pas complètement directement. Après, chez Nutri7, c'est un peu particulier parce que notre business model, c'est de gérer de la crise. Donc, on a beau avoir un SNOP hyper performant, en fait, il n'y a rien qui se prévoit quasiment. On est en gestion de la demande quasi permanente sur des produits avec des dates limites d'expédition qui ne nous permettent pas non plus de stocker de trop. Donc, en fait, on s'adapte en permanente toute la chaîne, toute l'année. On l'adapte en fonction des fonds, des besoins, des appels d'offres. Pour autant, c'est sûr qu'avec les tensions d'appro, ça ne facilite pas les choses. On a quand même progressé via les outils sur la planification, la sécurisation, les sourcings, etc. pour essayer d'anticiper encore plus ces ruptures de chaîne, on va dire. Donc ça nous a aidé quand même en partie. Mais j'ai envie de dire, Covid ou pas Covid, la gestion de crise, nous, c'est notre quotidien, quoi. Donc, une petite question. Alors, on a parlé beaucoup de ce que vous avez mis en place. Peut-être sur du retour d'expérience, quelles sont les bonnes pratiques et à l'inverse les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, surtout ne pas tomber si on veut réussir cette démarche? Alors les bonnes pratiques, je pense, c'est réfléchir à ses besoins avant tout. Je pense que la direction donne un cap, une vision, mais en fait finalement c'est les opérateurs qui faut impliquer autant qu'on peut, dès que possible, pour l'expression des besoins et y répondre. Pas rentrer dans les solutions avant les besoins. Des solutions, il y en a pour tout, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Il y en a même beaucoup plus que nécessaire, certainement. Mais ce qui est important, c'est des besoins. Et ranker ces besoins sur ce qui va y avoir de plus d'impact et où on va aller chercher l'impact. Je pense qu'il faut aussi être modeste dans les implantations, c'est-à-dire la démarche par POC, c'est bien, parce qu'un POC, c'est quoi? C'est une zone, une population, un besoin. Il ne faut pas s'étendre forcément de trop. C'est-à-dire qu'on peut imaginer faire un POC sur une ligne et puis après, il aura peut-être vocation, si le concept est prouvé, de rentrer sur un pilote plus large et voire même l'usine entière. Mais là-dessus, il faut être modeste. Il vaut mieux se planter tout petit que planter gros, en fait. Et puis ça va plus vite. Encore une fois, ça bouscule pas mal les pratiques internes auprès de la DSI aussi. La relation entre métier et les informaticiens, elle évolue par rapport à ça. Donc ça, on parlait de conduite du changement et c'est vrai, conduite du changement en interne par rapport aux collaborateurs, mais c'est aussi une conduite du changement intermétier entre la DSI et les métiers opérations, quoi, qu'il faut aussi opérer. C'est une relation de confiance qu'il faut garder et voire même entretenir, parce qu'ils peuvent avoir parfois le sentiment qu'on les dépossède d'un certain nombre de sujets
qui était avant hébergé au SI. Une conduite du changement aussi dans l'approche, parce que c'est sûr que l'époque, quand on dit on a le droit de se tromper, ça peut faire peur par rapport à une gestion de projet plus tradie, avec des jalons, etc. Donc voilà un petit peu différentes bonnes pratiques à prendre en compte, et surtout, comme le disait Jean-Luc, il ne faut pas sous-estimer la conduite du changement dans l'approche de tout ça, auprès des collaborateurs, auprès des opérateurs. Parce que c'est pas l'outil qui va tout faire, hein. Si on veut que ce soit pérenne, il faut vraiment que ce soit infusé au niveau du terrain et qui s'approprie la démarche. Donc ça demande une certaine conduite du changement. Et d'ailleurs, je terminerai juste sur un point. On est dans un monde qui évolue tout le temps, qui bouge, et je pense que c'est notre futur, à l'image de ce qui s'est passé depuis 2-3 ans maintenant, crise sanitaire, crise ukrainienne, etc. Et je pense qu'on va être en permanence, j'en suis convaincu, devoir s'adapter. Et en fait, les plus chahutés, c'est nos collaborateurs opérateurs. Hein, leurs usines, elles évoluent, 3.0, 4.0, technologie, automatisation, excellence opérationnelle, etc. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer ça, parce qu'aujourd'hui, cette population-là, finalement, ce n'est pas celle qui est la plus, on va dire, fournie en termes d'accompagnement et de formation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé un dispositif en Normandie qui s'appelle l'application de la performance opérationnelle, pour pallier à ce fossé, parce qu'aujourd'hui il y a 2 fois plus de cas de managers qui sont formés que d'opérateurs, et quand les opérateurs sont formés, ils sont formés sur leur métier, ils ne sont pas formés sur le savoir-faire, le savoir-être et tous les sujets de changement relationnel, etc., etc. Et c'est en ça qu'on a créé ce programme, pour les accompagner, parce que cette population, elle est hyper chahutée et il n'y avait pas de programme en fait pour répondre à ça, donc il ne faut pas le sous-estimer. D'accord. Donc ça, après, si on veut plus d'informations, du coup, vous pourrez voir directement ceux de QR sur ce programme. Chez Schneider Electric, du coup, alors, quelques bonnes pratiques et surtout, voilà, quelques choses à ne surtout pas faire. Alors, je me retrouve une nouvelle fois complètement. La conduite du changement, quand on fait cette transformation, est absolument indispensable pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment la base. Il faut partir de là pour pouvoir vraiment impliquer, expliquer, démystifier, impliquer tous les acteurs, et comme on a pu l'entendre précédemment, tous les acteurs à tous les niveaux. Effectivement, les gens qui sont dans l'atelier sont une part très très importante, mais il y a les gens de l'IT, il y a les gens de l'OT, c'est vraiment multidisciplinaire. Et donc cette conduite du changement est vraiment absolument indispensable si on veut arriver à vraiment avoir du succès. Une chose aussi qu'on a pu remarquer, c'est qu'on applique ça dans des usines qui ont eu l'habitude de travailler sur du lean. Alors peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais les usines qui ont eu l'habitude de partir sur ces process, justement sur de l'audit, des fois ont déjà compris aussi l'approche de POC, de pilote, de tester, de se planter et de valoriser les erreurs. C'est quelque chose qui jouait extrêmement aussi, parce qu'on a déjà une petite prise de conscience qui facilite extrêmement le passage vers la transformation digitale. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose à garder en tête. Les écueils à éviter, une nouvelle fois alignés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec une solution. C'est-à-dire qu'il faut arriver en analysant les besoins, une nouvelle fois en prenant le besoin vraiment à la source, au plus proche de la ligne, et en allant vraiment avec cette approche de pilotes qui doivent être peu coûteux, qui doivent aller vite, qui doivent réussir vite ou se planter vite. Et c'est là où on va avoir des bénéfices, en particulier quand on part sur une usine qui a déjà des lignes existantes, où on veut faire du non intrusif. C'est vraiment là où on va être très efficace et très rapide. Idem, Jean-Luc. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà, c'est tout à fait. Je ne vais pas en redire ce que vous avez dit. Je peux compléter un petit peu, en fait. Alors, dans le cadre de la démarche d'innovation, la réalité a commenté, on est arrivé par une démarche d'innovation. Et effectivement, on a voulu la faire avec nos opérateurs. Donc, on a fait des groupes de travail, tout ça. Voilà. Et aussi, c'est important aussi, il y a quelques peut-être points à faire attention. Déjà, la volonté du patron, c'est-à-dire que c'est important aussi que le patron de l'entreprise, le dirigeant, il soit dans cette démarche-là. Bon, apparemment, c'est le cas chez toi, je pense. Mais il faut parce que la chape de plomb, c'est terrible. Hein. S'il y a une chape de plomb hiérarchique, l'innovation, il n'y en a plus. C'est fini, c'est mort dans l'œuf. Donc il faut une petite impulsion. Après, il faut faire participer les opérateurs, parce que les opérateurs, tous les gens tous les services de l'entreprise, hein, mais dont les opérateurs, parce que c'est important de partir de ça. Après, nous, on a pratiqué la théorie du type A, donc effectivement, on fait des choses modestes.
On n'essaie pas de faire le grand truc qui va fonctionner, qui va faire papa maman parce que ça ne le fera pas. On fait des petites choses simples. C'est pour ça que notre première époque, on l'a fait avec une webcam à 30 balles chez Amazon, quoi. Enfin, voilà. Et puis un PC qu'on avait sur le bureau. Et on a pris Vuforia et Unity qui est gratuit. C'est une manière de démystifier vraiment le côté technique. Voilà, on est parti là-dessus. Le plus cher, c'était la potence mécanique pour tenir tout ça. Donc voilà, et puis après des petits quick wins, quoi, gagnés. Dès qu'on a réussi à faire un premier programme, à assembler un premier boîtier pour notre client, ben, c'était une réussite. Donc, voilà. Et donc avec ça, on a réussi à convaincre aussi, déjà à faire retour à notre patron qui nous a fait confiance. Donc du coup, on lui dit voilà, ça marche. Donc il a vu, et effectivement, il était content, ça marche. Donc voilà, un petit peu, c'est voilà, plutôt ce que vous a dit, c'est ça quoi, en fait. Ah, très bien, je vois que l'heure tourne. Peut-être une toute dernière question. On en parlait aussi pas mal. Il y a encore quelques. Oui, on en parle toujours, hein. La 5G, finalement, pour vous, ça une bonne chose ou une mauvaise chose, quelque chose d'utile surtout Oui, alors moi je viens des télécoms, donc je vais vous faire une réponse. Pour moi, la 5G, enfin, quels que soient les moyens de réseau, c'est un peu comme l'électricité. Aujourd'hui, on a tous l'électricité dans l'usine, on ne se pose pas la question d'où elle vient, elle est là, quoi. Voilà. Et elle nous rend le service. La 5G, la 4G, les IoT, le Wi-Fi, tout ça, c'est le moyen de communication. Il doit être présent. Alors effectivement c'est compliqué parce que il y a 15 ans ça n'existait pas beaucoup, on n'avait pas le réseau partout, voilà. Maintenant petit à petit ça se démocratise, dans 20 ans on n'en parlera même plus, dans 20 ans il y aura des fournisseurs de réseau et on aura tous la connexion, alors, elle sera Wi-Fi, elle sera 5G, elle sera Sigfox, ça dépendra de l'environnement, mais elle sera là quoi, donc c'est un petit peu comme ça qu'on l'imagine quoi. Alors, la 5G, clairement, nous, on la voit comme une opportunité, une grosse opportunité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à faire des tests avec Orange et Nokia sur notre site du Vaudreuil pour changer. Mais c'est des tests qui sont faits aussi dans d'autres usines dans le monde de Schneider Electric. C'est une opportunité parce qu'on le voit comme un vecteur, un facteur de convergence, d'accélérer la convergence de l'IT et de l'OT. En sachant que la 5G, avec des capacités de latence réduite, de bande passante plus grande, va pouvoir être beaucoup plus diffusée, voire même, pourquoi pas, en étant un petit peu innovant, à remplacer des réseaux filaires à l'intérieur des machines, si on veut vraiment aller loin. Donc c'est vraiment une opportunité énorme, mais pour l'instant, il y a des questions légitimes à se poser sur l'architecture IT qui est nécessaire pour ce type de solution. Donc aujourd'hui, on est sur l'analyse des cas d'usage, on teste, il y en a énormément, et la problématique, c'est pas d'identifier des cas d'usage, c'est plutôt de les réduire. Il y a énormément de cas d'usage potentiels, donc on en teste certains. Donc c'est pour ça que on le classifie plus encore comme une opportunité. Ce n'est pas encore une solution et on le teste dans nos usines déjà pour voir un petit peu ce qu'on pourra faire plus tard. D'accord. Ouais, je rejoins Jean-Luc également. Je pense que c'est une opportunité. On est moins avancé que chez Jean-Luc et Schneider, mais je pense que ça va être une nécessité. Ça va être un champ du possible plus important. Ce qui me fait penser par contre également, on l'a peut-être moins abordé, mais dans les points de vigilance, c'est la nécessité de la gestion de la data et de l'arborescence, l'architecture de nos data, dans tout ce qu'on met en place là. Parce qu'on brasse de plus en plus de data, encore faut-il faire le tri, parce que la data ça coûte. Et ce qui me fait penser à un autre sujet aussi qu'on n'a pas forcément abordé là, c'est la cybersécurité. Comme point de vigilance est très important. Il faut que ça avance aussi vite que les transformations. Et aujourd'hui, on sait très bien que de toute façon, les cyberattaques, ça va malheureusement généraliser. On va tous peut-être l'être, mais encore faut-il être prêt à cette cyberattaque, quoi. Donc c'est un point important, je pense, autour de ces data, l'architecture, l'écosystème. Et c'est là où notre service DSI a toute cette valeur ajoutée, cette expertise très importante dans nos transformations. D'accord. Très bien, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Alors, évidemment, on a encore un peu de temps pour que vous posiez des questions, si vous en avez, évidemment. Non. Bon, vous avez été extrêmement clair, visiblement. Alors, si, nous avons quand même Karim. Merci. Alors, une question pour M. Verlac. Le fait d'avoir des procédures en réalité augmentées, est-ce que vous ne pensez pas que ça fera un peu le même effet que le GPS? C'est-à-dire quand on utilise un GPS, on ne mémorise rien. On suit aveuglément. Et ben, si jamais il n'y a plus de réseau ou pour une raison ou pour une autre, on est bien embêté. Donc est-ce que ne pensez-vous pas que l'aspect mémorisation, l'aspect cognitif va aller vers le même
même chemin. Alors c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué, effectivement. La réalité augmentée pour un processus de fabrication répétitif avec des gros volumes, bah, ça marche pas parce que effectivement l'opérateur il va vite enlever le casque, il va vite faire voilà. Donc ça s'adresse pas du tout à ce mix là. Alors nous dans notre entreprise on a la chance, enfin la chance ou la malchance je sais pas, de faire du high mix. On a beaucoup de mix mais de tout petits volumes. Et en plus, les volumes, ils arrivent une fois tous les 4-5 mois. C'est-à-dire qu'on va faire je sais pas, 20 produits là, et dans 4 mois, on fait 20 produits. Et là, par contre, le cognitif, il n'y est plus. C'est-à-dire l'opérateur, il redécouvre tous les 4 mois, enfin, si c'est le même opérateur, il redécouvre tous les 4 mois ce qu'il a à faire. Alors là, la réalité augmentée est intéressante parce que du coup, il a besoin du guide en fait. Il a besoin du. Voilà. C'est un peu comme le meuble Ikea. Le meuble Ikea, si vous en montez 4 d'affilée, le 4e, vous ne rendez même plus ad hoc. Quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Je me permets de rebondir. J'aime beaucoup votre question parce que c'est effectivement aussi quelque chose qu'on a pu constater, parce qu'on utilise nos solutions de réalité augmentée aussi dans nos usines, et on voit que en allant chercher toujours cette efficacité, on va réduire justement les problèmes répétitifs et assez basiques où là la mémoire est importante. On va éliminer ces problèmes-là progressivement. Et vont rester les problèmes un peu plus difficiles, un peu plus costauds, où là, c'est des choses qui vont arriver plus rarement. Donc déjà, la mémoire n'était pas forcément là. Et où la réalité augmentée, avec son système de tutoriel un petit peu digital, va être extrêmement précieux. Donc je rejoins complètement ce que vous avez dit, parce que vraiment, c'est ça qui va être intéressant. C'est en éliminant toutes ces tâches répétitives grâce à la transformation, enfin ces erreurs répétitives et simples, entre guillemets, vont rester vraiment celles les plus compliquées. Et là, on va vraiment avoir besoin. Et ce problème, du coup, ne sera pas forcément représenté. Mais j'aime beaucoup votre question. Merci beaucoup pour cette question. Oui, une autre question par rapport au casque. Alors effectivement, porter un casque, il faut l'avoir fait pendant 3-4 heures. Alors le problème va être vite réglé si vous êtes en sans fil. Si vous êtes relié à un câble, il y a d'autres problèmes qui vont arriver. Mais si vous êtes en sans fil, pour l'instant, au bout de 3 heures, il n'y a plus de batterie, donc le problème est réglé. Donc vous y pensez à cet aspect? Oui, tout à fait. Oui. Bon. Donc effectivement, alors on a eu même un projet pour un client qui n'a pas abouti encore, dans lequel il y a beaucoup de câblage à faire et on a pensé le faire en réalité augmentée avec des casques. Et ces problèmes-là sont arrivés. Ces problèmes, on se dit mais bon, le poids du casque, l'alimentation, tout ça. Alors je reviens à ma casquette d'innovation. Dans une démarche d'innovation, tout ça c'est important, mais il ne faut pas que ce soit la chose la plus importante. Sinon on arrête tout de suite. Donc, on arrête tout de suite, c'est fini quoi. Donc, on les garde de côté, ces problèmes-là, il faudra les régler, mais on se concentre d'abord sur le principe époque, on se concentre d'abord sur la fonctionnalité, on va d'abord s'assurer que la fonctionnalité de fond, ça sert vraiment, enfin, c'est vraiment ça qu'on cherche quoi. Donc, effectivement, derrière, après, la deuxième étape, effectivement, c'est régler tous ces problèmes-là de l'autonomie. Bon, la HoloLens, je dis la marque. La HoloLens, ça tient 3 heures. Voilà, Non, parce qu'effectivement, quand on a une projection d'un côté, alors on dit on va laisser l'autre libre pour qu'on puisse voir le champ. Mais finalement, c'est aussi fatigant parce que vous êtes obligé d'accommoder de près, de loin, de près, de loin, de près, de loin. Moi, c'est ce que je dis à ceux qui développent ce genre de solutions. Portez-les et testez-les vous-même. Et donc, ça peut être un frein. Parce que les opérateurs vous disent non, mais moi ça me donne mal à la tête, donc j'ai pas envie. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout lié à la technique elle-même, mais c'est parce qu'il y a un côté pénible. Tout à fait, ouais. Mais il y aura des sujets CSSCT à gérer avec ça aussi. Voilà, on le sait. Alors nous, avec la réalité augmentée, on veut aller un peu plus loin. En fait, on vise aussi le contrôle assisté. En fait, ce qu'on veut faire, c'est pour ça qu'on passe par la réalité augmentée, on veut mettre un système en place, alors pas qu'un casque, pas forcément qu'un casque, mais on veut mettre en place un système qui va aider les opérateurs à faire l'autocontrôle au travail. Alors, on sait, un opérateur, le matin, il est en forme, il fait son travail, il fait des erreurs, il les voit lui-même, il les corrige, ainsi de suite. Puis plus la journée avance, plus il fatigue, c'est logique, on fait tout ça, et donc il en voit de moins en moins. Et ce qu'on voudrait faire, la finalité du projet, c'est d'utiliser la réalité augmentée, d'utiliser la technique de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle pour faire un peu ce que font vos smartphones, vos iPhones. Ils déverrouillent en voyant votre visage, ils reconnaissent votre visage. Nous, sur les cartes électroniques, on veut faire ça, on veut reconnaître les défauts. Voilà. Et on veut le faire. Alors, on ne veut pas faire un outil qu'on prépare à l'avance, qu'on développe pendant 3 mois ou 6 mois pour le faire. On veut mettre en place un système qui va apprendre. Le matin, il ne sait rien faire avec l'opérateur. L'opérateur, lui, va voir les défauts le matin.
Et il va apprendre des défauts que l'opérateur va corriger. Et à la fin de la journée, alors le matin, l'opérateur en fera 90%, lui 10%, et à la fin de la journée, ben, ça sera inversé. Lui en fera 90 et l'opérateur 10. Quoi, voilà. C'est ça qu'on vise aussi. Donc peut-être que le casque, ça sera peut-être pas forcément une finalité dans notre usine. Peut-être qu'on en utilisera un petit peu de temps en temps, mais on partira peut-être plutôt sur des écrans avec des webcams, des choses comme ça. Des choses qui sont plus compatibles avec la nature humaine, quoi. Bonjour, j'ai une petite question sur la cybersécurité. On parle beaucoup de cyber sur la partie IT. Comment avez-vous accompagné vos équipes côté OT, notamment la maintenance, sur la partie cyber-OT? Un sujet assez pointu. En tout cas, si je prends l'exemple du Vaudreuil, une chose qu'on a fait, c'était qu'en fait, c'était un binôme. Il y avait donc une personne responsable de l'IT, une personne responsable de l'OT. Et ces gens-là ont toujours travaillé en commun, vraiment toujours main dans la main, pour vraiment qu'il y ait la même compréhension de la solution. Aussi des problèmes, comme je disais avant, donc forcément au niveau du Vaudreuil, il y a un bunker donc avec la base de données où on va vraiment être au niveau de l'IT, et après ça va venir pêcher les informations dans l'outil. Donc ils ont vraiment travaillé main dans la main, et ils ont pris d'ailleurs des connaissances, l'un a pris les connaissances de l'autre, pour identifier vraiment tous les potentiels points les problèmes possibles qui peuvent arriver. Je ne suis pas un expert du sujet, donc ça pourrait mériter un point particulier avec eux. En tout cas, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment les faire travailler tout le temps en commun pour être sûr qu'il y ait des solutions communes et pas de trous qui sont les pires des choses à avoir dans la cybersécurité. Alors nous, on a fait plusieurs démarches. Bon, on a un audit général qui a été fait pour voir un petit peu l'état des lieux. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, parce que je pense qu'il y a en fait sensibilisation des collaborateurs qui n'avaient pas conscience en fait, de ce qu'ils faisaient peut-être, ou des risques, que ce soit IT et OT d'ailleurs. On a fait des campagnes de sensibilisation, on a encore la DGSI prochainement qui vient, etc., qui explique. C'est quand même assez efficace. On a fait des campagnes avec une entreprise rouennaise d'ailleurs qui marche très bien, qui est très bénéfique en interne de phishing, ciblé et tout. Il y en a tellement qui se sont fait avoir que ça vexe un peu, et puis qu'après ça change un peu les pratiques. Donc ça c'est intéressant, parce que ça a quand même du poids en interne. Et puis après finalement, ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'est que moi sur l'outil, j'ai beaucoup de collaborateurs créatifs. Et plutôt d'essayer de les bloquer, de dire il faut travailler ensemble quoi, avec l'IT. Parce que si vous essayez de les bloquer, de toute façon, ils vont toujours trouver un moyen d'y arriver pour contourner. Donc c'était tout l'enjeu en fait. C'est ce que disait, je pense, Jean-Luc, c'est de créer ce lien entre l'OT et l'informatique, entre les automaticiens, les maintenanciers, etc. pour dire attendez les gars, là il y a un sujet, quoi. Là on met en péril l'activité. Et une fois qu'on a passé cette sensibilisation, etc., là ils ont appris maintenant à travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre, entre guillemets, avec l'image de l'OT qui veut avancer sur ses besoins, et puis l'IT qui va dire non à tout parce que c'est pas en sécurité, quoi. C'était un peu l'image d'avant. Donc là maintenant ils travaillent ensemble pour pouvoir honorer, accompagner les besoins, mais en sécurité. Si je résume, vous avez accompagné, formé des techniciens de maintenance un peu plus sur la partie IT, sur les bases, on va dire, c'est ça? Les risques de ce qu'ils faisaient, parce qu'il y en a certains, dans la conduite du changement, il y en a ceux qui le font potentiellement en connaissance de cause, puis il y en a qui le faisaient sans savoir en fait. Et la majorité, c'est qu'ils faisaient sans savoir. D'où la sensibilisation en fait, de dire attendez, il y a un vrai risque. Et puis c'est vrai qu'avec l'actualité d'aujourd'hui, tout ce qu'on entend, ça a du poids. Enfin, les cyberattaques, c'est de plus en plus fréquent, donc ça aide aussi. Okay, merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. J'imagine qu'il n'y a plus de questions, c'est bon? Non. C'est à quelle heure ouvre le restaurant? Je crois que c'est ça, mais je crois qu'il est ouvert. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci évidemment à vous trois pour cette table ronde et ces échanges très riches. Voilà. Merci infiniment.